Dites-lui que c'est mon petit-fils quand il arrivera, murmura la dame aveugle à côté de moi, ses doigts pâles serrant mon poignet avec une force surprenante. J'étais assis sur ce banc glacé de l'hôpital, encore tremblant à cause de la pluie qui m'avait trempé pendant que je courais jusqu'ici. Ma femme Linda m'avait chassé de la maison 3 heures plus tôt, criant que j'étais un raté, qu'à 62 ans, je n'étais qu'un poids mort qu'elle ne pouvait plus supporter. Prenez une chambre d'hôtel et ne revenez pas, furent ses derniers mots avant de jeter ma valise sur le trottoir. La dame à côté de moi ne devait pas avoir plus de 70 ans, mais elle dégageait une étrange autorité. Ses yeux bleus étaient complètement opaques, mais elle me regardait comme si elle pouvait voir à travers mon âme. « Je ne comprends pas, madame, » murmurai-je, encore confus par cette situation bizarre. « Pourquoi ferais-je cela ?»« Parce que l'homme qui s'apprête à entrer dans cette pièce est quelqu'un que tu connais, » répondit-elle avec un sourire qui me donna des frissons. « Et quand il te verra ici, avec moi, faisant semblant d'être ma famille, il découvrira quelque chose qui changera tout. Je m'appelle Dan Morrison et, pendant 35 ans, j'ai cru connaître ma propre vie. J'ai travaillé comme comptable dans une petite entreprise à Portland, j'ai maintenu un mariage que je croyais stable et j'ai mené une existence prévisible et sûre. Mais à ce moment-là, assis à côté de cette femme mystérieuse dans le couloir froid de l'hôpital, j'ai commencé à réaliser que je ne savais peut-être rien de rien. Mon petit-fils arrivera dans 5 minutes, a-t-elle poursuivi d'une voix basse mais ferme. Quand cela arrivera, vous comprendrez pourquoi le destin nous a réunis au même endroit, au même moment. J'ai regardé autour de moi. L'hôpital était pratiquement vide, seules quelques infirmières circulaient dans les couloirs. La pluie continuait de frapper les fenêtres, créant un son hypnotique qui semblait bercer les secrets que cette femme gardait. « Comment savez-vous que je vais vous aider ?» ai-je demandé. Elle a souri à nouveau, et cette fois, son sourire était empreint d'une profonde tristesse. « Parce que vous aussi, vous avez été abandonné aujourd'hui. Parce que vous savez aussi à quel point cela fait mal d'être rejeté par ceux qui devraient vous aimer. Et parce que, tout comme moi, vous êtes sur le point de découvrir que nous ne sommes pas toujours les victimes que nous pensons être. » Mon cœur s'est emballé. Comment savait-elle pour Linda? Comment savait-elle que j'avais été jeté à la rue comme un déchet après des décennies de dévouement? Qui êtes-vous? Ai-je murmuré. Quelqu'un qui a vécu ce que vous vivez, a-t-elle répondu. Et quelqu'un qui a appris que la vengeance la plus douce n'est pas celle qui détruit nos ennemis. C'est celle qui nous reconstruit. À ce moment-là, j'ai entendu des pas lourds dans le couloir. La dame m'a serré le bras plus fort. Il arrive, a-t-elle murmuré. Souviens-toi, tu es mon petit-fils qui rend visite à sa grand-mère malade. Et quand il entrera, observe bien sa réaction. La porte s'ouvrit lentement. L'homme qui entra me glaça le sang. C'était Richard Blackstone, mon ancien patron. Le même homme qui m'avait licencié 2 ans auparavant, invoquant des restrictions budgétaires, pour ensuite embaucher son neveu de 25 ans à ma place. Le même homme qui avait détruit ma carrière, indirectement, mon mariage. Si vous aimez cette histoire pleine de rebondissements et de découvertes inattendues, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment cette rencontre impossible allait tout changer. Mais ce qui s'est passé lorsque Richard m'a vu là, prétendant être le petit-fils de cette femme mystérieuse, n'était que le début d'une révélation qui allait bouleverser tout ce que je pensais savoir de ma vie. Richard Blackstone s'est arrêté sur le seuil de la porte comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Son regard est passé de moi à la dame aveugle, puis est revenu vers moi, essayant clairement d'assimiler ce qu'il voyait. « Dan » a-t-il murmuré, la voix chargée d'incrédulité. « Dan Morrison, qu'est-ce que tu fais ici ?» La dame à côté de moi serra mon bras plus fort, me rappelant le rôle que je devais jouer. « Bonjour, Richard » répondis-je avec un calme que je ne me connaissais pas, je rends visite à ma grand-mère. Elle ne se sent pas très bien ces derniers temps. Richard fronça les sourcils, visiblement perplexe. Il connaissait ma famille, il savait que mes grands-parents étaient morts depuis des années. Mais la dame aveugle tendit une main tremblante vers sa voix. « Vous devez être le docteur Blackstone, » dit-elle d'une voix douce et fragile. « Mon petit-fils m'a parlé de vous. Il m'a dit que vous aviez travaillé ensemble pendant de nombreuses années. » Le malaise sur le visage de Richard était visible. Il me regarda à nouveau, comme s'il essayait de déchiffrer une énigme impossible. « Oui, nous avons travaillé ensemble, » répondit-il avec hésitation. « Mais je ne savais pas que Dan avait une grand-mère encore en vie. »« Oh, mon cher petit-fils a toujours été très discret au sujet de sa famille, » poursuivit-elle, ses paroles sonnant parfaitement convaincantes. « Surtout après ce problème au travail. Il était tellement dévasté quand il a perdu son emploi, qu'il a failli ne pas pouvoir me le dire. » Je vis Richard déglutir. La gêne dans ses yeux était délicieuse à observer. Richard Blackstone était le genre d'homme qui se nourrissait du pouvoir qu'il exerçait sur les autres. À 52 ans, il avait bâti sa carrière sur des licenciements stratégiques et le favoritisme familial.
Quand il m'a licencié de Pinnacle Accounting, où je travaillais depuis 28 ans, il s'est efforcé de rendre le processus aussi humiliant que possible. Dan ne correspondait tout simplement plus à la culture jeune de l'entreprise, avait-il déclaré devant toute l'équipe. Nous avons besoin d'esprits frais, pas de dinosaures coincés dans le passé. 2 semaines plus tard, il a embauché Marcus, son neveu de 25 ans, fraîchement diplômé et sans expérience pratique, pour prendre ma place. Marcus gagnait 60% de mon salaire, mais Richard avait réduit le budget du département en invoquant des besoins économiques. Ce licenciement n'a pas seulement détruit ma carrière. Linda, ma femme, a commencé à me regarder avec un mépris croissant à chaque entretien d'embauche infructueux, à chaque facture qui arrivait sans que je puisse la payer. En 2 ans, notre mariage de 3 décennies s'est transformé en une guerre silencieuse de ressentiment. C'est terrible quand les entreprises se débarrassent d'employés dévoués, a-t-elle poursuivi, la voix chargée d'une tristesse sincère qui a mis Richard mal à l'aise. Dan m'a dit que vous aviez été très franc sur les raisons du licenciement. Eh bien, ce furent des décisions difficiles, murmura Richard, cherchant clairement à changer de sujet. L'industrie est en constante évolution. Bien sûr, acquiesça-t-elle avec compréhension. Mais cela doit être gratifiant de voir comment les choses ont évolué pour tout le monde par la suite. Dan m'a dit que le jeune homme qui a pris votre place s'en sort à merveille. Richard semblait surpris que je sois au courant pour Marcus. En réalité, je ne savais rien de la façon dont Marcus s'en sortait, mais la réaction de Richard m'a appris tout ce que j'avais besoin de savoir. Marcus est en phase d'apprentissage, répondit-il avec prudence. Oh, tant mieux. Je suis sûr que cela justifie pleinement la décision de remplacer mon petit-fils par lui, sourit-elle. Après tout, Dan avait près de 30 ans d'expérience. Cela a dû être facile de trouver quelqu'un de plus qualifié. Le silence qui suivit fut délicieux. Richard ouvrit et ferma la bouche comme un poisson hors de l'eau. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué quelque chose d'extraordinaire chez la femme à côté de moi. Chaque mot qu'elle prononçait était soigneusement choisi pour causer le plus de malaise possible, mais d'une manière qui ne pouvait être remise en question. Elle n'était ni hostile ni conflictuelle. Elle posait simplement des questions et faisait des déclarations parfaitement raisonnables qui mettaient en évidence la nature discutable des décisions de Richard. En fait, a dit Richard en s'éclairant la gorge, je dois parler au médecin du traitement de ma mère. C'était intéressant de te voir, Dan. Ta mère est malade? A demandé la dame avec une inquiétude sincère. Oh, mon cœur se brise pour les familles qui traversent des moments difficiles. Dan et moi le comprenons très bien, n'est-ce pas, chérie? Elle m'a regardé avec ses yeux opaques qui semblaient en quelque sorte voir à travers mon âme. Oui, grand-mère, ai-je répondu, ma voix semblant plus ferme que je ne l'aurais souhaité. Nous comprenons exactement ce que c'est que de voir des personnes qui nous sont chères devenir vulnérables. Richard me lança un regard pénétrant, comme s'il essayait de découvrir s'il y avait un sens caché dans mes paroles. Eh bien, dit-il finalement, j'espère que ta grand-mère se remettra bientôt. Merci, mon chéri, sourit-elle. Et j'espère que ta mère aussi. C'est terrible quand les personnes que nous aimons deviennent sans défense. Après le départ de Richard, la tension dans l'air sembla se dissiper. La dame se tourna vers moi avec un sourire qui était complètement différent de l'expression douce et fragile qu'elle avait montrée à Richard. C'était intéressant, murmura-t-elle. Comment le saviez-vous? Demandai-je. Comment saviez-vous qu'il était mon ancien patron? Mon cher Dan, répondit-elle, certaines coïncidences ne sont que le destin déguisé. Et parfois, lorsque l'univers nous place au bon endroit au bon moment, c'est parce qu'il y a des comptes à régler. Ses doigts tambourinèrent doucement sur l'accoudoir du fauteuil. Maintenant, parlez-moi de Marcus, dit-elle avec désinvolture. Le neveu qui a pris votre place. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup plus dans cette histoire que Richard ne veut bien l'admettre. Je la regardai avec un mélange d'admiration et de prudence. Qui que fût cette femme, elle venait de me donner une démonstration magistrale de la manière de désarmer quelqu'un à l'aide de mots soigneusement choisis. Mais ce qui m'intriguait le plus, c'était la certitude grandissante que notre rencontre n'était pas fortuite. Et si elle savait pour Richard, pour Marcus, pour mon licenciement, que savait-elle d'autre? Et surtout, que comptait-elle faire exactement de ces informations? La révélation concernant Marcus m'avait fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Au cours des 2 heures qui suivirent, assis dans ce couloir d'hôpital aux côtés de cette mystérieuse dame, je découvris des détails sur mon ancienne entreprise qui me firent bouillir le sang. Elle savait des choses que seul un initié pouvait savoir. Marcus Blackstone n'a pas tenu 6 mois à son poste, m'a-t-elle dit d'une voix calme qui contrastait avec la bombe qu'elle venait de lâcher. 3 gros clients ont annulé leur contrat en raison d'erreurs de calcul grossières. L'entreprise a perdu environ 200 000 $. Ma gorge s'est asséchée.
200 000 $. J'avais passé 28 ans à construire des relations avec ses clients, en veillant à ce que chaque virgule, chaque chiffre, chaque délai soit respecté à la lettre. En 6 mois, Marcus avait détruit des décennies de travail. « Comment savez-vous cela » ai-je demandé, la voix à peine audible. Elle a souri, avec cette même expression énigmatique qu'elle avait utilisée avec Richard. « Mon cher Dan, quand on perd la vue, on développe d'autres sens. Et parfois, ces sens incluent la capacité d'entendre des conversations que les gens pensent avoir en privé. » C'est alors que j'ai commencé à comprendre. Richard n'était pas à l'hôpital pour rendre visite à n'importe quel patient. Il était là pour rendre visite à quelqu'un d'assez proche pour que les tensions familiales et professionnelles se répandent dans les conversations au chevet du lit. « Ta mère est hospitalisée ici, n'est-ce pas » ai-je demandé. Dorothy Blackstone, chambre 312. Problème cardiaque. Et quand un homme est stressé, inquiet pour sa mère malade et confronté à une crise financière dans son entreprise, il a tendance à parler plus fort qu'il ne le devrait au téléphone dans les couloirs. J'ai senti un mélange de satisfaction et de colère monter en moi. Richard m'avait licencié pour favoriser son neveu incompétent, détruisant ma carrière et mon mariage au passage. Mais la justice poétique se révélait. Cette décision lui coûtait cher à lui aussi. Il y a plus, a-t-elle poursuivi, sa voix se réduisant à un murmure complice. 3 auditeurs fédéraux sont venus dans l'entreprise la semaine dernière. Il semble que certains rapports fiscaux présentés ces derniers mois contenaient des divergences. Mon cœur s'est emballé. Je connaissais ces rapports. J'avais créé les modèles, établi les protocoles, formé toute l'équipe aux normes fédérales requises. Si Marcus les avait modifiés sans en comprendre les implications. De combien de divergences parlons-nous ? Ai-je demandé, même si je soupçonnais déjà la réponse. Suffisamment pour transformer un audit de routine en une enquête fédérale. J'ai fermé les yeux et me suis appuyé contre le mur. Pendant 2 ans, je m'étais reproché d'avoir perdu mon emploi, me demandant si j'étais vraiment un « dinosaure », comme Richard l'avait dit. Linda avait martelé cette insécurité chaque jour, me rappelant que j'étais trop vieux et déconnecté du monde moderne. Mais ce n'était pas vrai. Je n'avais pas perdu mon emploi par incompétence. Je l'avais perdu parce que Richard avait privilégié le népotisme plutôt que les qualifications, et maintenant toute son entreprise en payait le prix. « Pourquoi me racontez-vous tout cela » ai-je demandé. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux opaques semblant voir directement dans mon âme. Parce que je reconnais le son d'un homme qui a été injustement brisé. Et parce que je crois que certaines personnes méritent une seconde chance d'écrire leur propre histoire. Ces mots ont résonné dans le couloir vide. Pendant 2 ans, je n'avais été qu'une victime, acceptant passivement tout ce qui m'était arrivé. Mais en étant là, en découvrant que mon licenciement avait été encore plus injuste que je ne l'avais imaginé, quelque chose a commencé à changer en moi. Une audience disciplinaire est prévue la semaine prochaine, a-t-elle poursuivi. Le conseil d'administration de Pinnacle Accounting va décider s'il destitue Richard de son poste de président. Ils envisagent de convoquer d'anciens employés pour témoigner sur des pratiques d'embauche douteuses. Mon esprit s'est mis à tourner à toute vitesse. S'il y avait une enquête sur les pratiques d'embauche, mon licenciement serait examiné. Les dossiers montreraient que j'avais été remplacé par quelqu'un de nettement moins qualifié, qui avait causé des pertes massives à l'entreprise. M'ont-ils convoqué pour témoigner ? Demandai-je. Pas encore. Mais si quelqu'un contactait le conseil d'administration en mentionnant disposer d'informations pertinentes sur la gestion du personnel et les pratiques fiscales, eh bien, il serait très intéressé. Je la regardais avec un mélange d'admiration et de prudence. Cette femme ne me fournissait pas seulement des informations. Elle me donnait une arme. Vous voulez que je poursuive l'entreprise en justice ? Je veux que vous retrouviez votre dignité, répondit-elle fermement. Richard Blackstone a détruit votre carrière pour favoriser un parent incompétent. Cela a causé du tort non seulement à vous, mais aussi à toute l'entreprise, à ses employés et aux clients qui faisaient confiance à la qualité du travail. Elle fit une pause, laissant ses mots faire leur effet. Parfois, Dan, la justice n'est pas une question de vengeance. Il s'agit de corriger ce qui a été corrompu. À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis 2 ans, l'espoir. Pas le vague espoir que les choses s'amélioreraient comme par magie, mais l'espoir concret que je pouvais faire quelque chose pour changer ma situation. De quoi aurais-je besoin pour contacter le conseil d'administration ? Ai-je demandé. Des documents, des correspondances. Tout ce qui montre que vous avez été traité injustement ou qui soulève des questions sur la compétence de votre remplaçant. Mon esprit est revenu au jour de mon licenciement. Richard avait été si confiant, si dédaigneux, qu'il n'avait pas pris la peine de me surveiller pendant que je vidais mon bureau. J'avais été méticuleux tout au long de ma carrière, conservant des copies de tout. Email, évaluation de performance,
correspondance avec les clients, même des enregistrements de certaines réunions où j'avais exprimé des inquiétudes concernant les directives fiscales. Tout était dans une boîte dans mon ancien bureau à domicile. Une boîte que Linda m'avait ordonné de jeter, mais que j'avais secrètement conservée dans le grenier de mon frère. J'ai des documents, ai-je dit, ma voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Elle a souri, et cette fois, son expression reflétait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, de la fierté. Je savais que vous les aviez, a-t-elle murmuré. Les hommes comme vous gardent toujours des traces. Cela fait partie de leur nature méticuleuse qui les rend bons dans ce qu'ils font. Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes. Dans le couloir, les infirmières se pressaient, les machines bipaient, la vie et la mort dansaient leur danse éternelle. Mais en moi, quelque chose avait fondamentalement changé. Pendant 2 ans, je m'étais considéré comme une victime de la modernisation des entreprises, un dinosaure mis au rebut par un monde qui n'avait plus besoin de moi. Mais la vérité était beaucoup plus simple et beaucoup plus révoltante. J'avais été mis au rebut à cause du népotisme, remplacé par l'incompétence et abandonné pour porter le chapeau des problèmes qui avaient suivi. Il y a encore une chose que vous devriez savoir, dit la dame, me tirant de mes pensées. Quoi? Dorothy Blackstone, la mère de Richard, a été ma meilleure amie pendant 40 ans. Avant de tomber malade, elle m'a fait part de ses inquiétudes concernant les affaires de son fils. Elle n'a jamais approuvé la façon dont il vous a licencié. Ma mâchoire s'est affaissée. La mère de Richard? Mon esprit a essayé d'assimiler cette révélation. Est-elle consciente? Peut-elle parler? Parfois. Les médecins disent qu'il ne lui reste que quelques jours, peut-être une semaine. Mais dans ces moments de lucidité, elle exprime beaucoup de regrets concernant les décisions prises par son fils. Une idée a commencé à germer dans mon esprit. Une idée qui m'a fait me sentir à la fois coupable et plein d'espoir. Pensez-vous qu'elle accepterait de me parler? Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Quand elle a finalement répondu, sa voix avait une gravité que je n'avais pas remarquée auparavant. Dan, certaines conversations changent tout. Et certaines occasions ne se présentent qu'une seule fois. Si vous voulez des réponses, si vous voulez tourner la page, ou si vous voulez avoir la chance d'entendre la vérité de la bouche de quelqu'un qui connaît Richard mieux que quiconque au monde. Elle n'a pas terminé sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. J'avais compris. Au cours des 24 heures suivantes, j'aurai l'occasion de parler à la seule personne au monde qui pourrait non seulement confirmer l'injustice de ce qui m'était arrivé, mais aussi potentiellement fournir des informations qui transformeraient complètement mon dossier contre Richard. Mais cela signifiait aussi confronter une femme mourante au péché de son fils. Cela signifiait utiliser son repentir comme une arme contre lui. Je regardais la vieille dame aveugle à mes côtés, cette étrange ange gardienne qui était apparue dans ma vie au moment où j'en avais le plus besoin. « Comment puis-je savoir que je peux vous faire confiance ?» lui ai-je demandé. Elle a souri, et cette fois, son expression était plus douce que je ne l'avais jamais vue. Parce que, mon cher Dan, quand vous n'avez plus rien à perdre, la seule chose qui reste est la vérité. Et la vérité trouve toujours un moyen de se révéler. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision qui allait tout changer. Non seulement concernant ma quête de justice contre Richard, mais aussi concernant qui j'étais vraiment face à l'opportunité de reprendre ma vie en main. Mais avant de pouvoir répondre, avant de pouvoir m'engager dans la voie qu'elle m'offrait, j'ai entendu des pas familiers dans le couloir. Richard revenait. Et cette fois, il n'avait pas l'air content du tout. Richard est revenu dans le couloir d'un pas lourd, avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était plus le malaise gêné de notre première conversation. C'était de la pure colère. Il s'est arrêté devant nous et m'a regardé avec une intensité qui m'a donné la chair de poule. « Dan, j'ai besoin de te parler. En privé. » La dame m'a serré doucement le bras, un geste presque imperceptible qui m'a rassuré. « Bien sûr, Richard. Mais ici, ça va. Ma grand-mère a vraiment des problèmes d'audition. » Sa mâchoire s'est crispée. Il savait que je mentais, mais il ne pouvait pas traiter une vieille dame de menteuse sans passer pour un monstre. « Je viens de parler à ma mère, » dit-il d'une voix basse mais menaçante. « Elle m'a dit que vous vous connaissiez depuis longtemps. » Je sentis mon estomac se nouer. Si Dorothy avait parlé à Richard de son amitié avec la dame, notre jeu était peut-être terminé. « Dorothy est une femme merveilleuse, » répondit calmement la dame. « Elle a toujours été très gentille avec moi. Surtout après que j'ai perdu la vue. »« C'est drôle, » continua Richard, ses yeux passant sans cesse de moi à elle. Elle a également mentionné certaines préoccupations concernant des décisions que j'ai prises récemment dans l'entreprise. L'atmosphère était tendue. Je pouvais sentir la tension monter entre eux comme une corde tendue sur le point de se rompre. « Les mères s'inquiètent toujours, » dit-elle doucement. « C'est dans leur nature de se demander si nous prenons les bonnes décisions, surtout quand il s'agit de la façon dont nous traitons les gens. » Richard s'est approché,
sa voix devenant plus basse et plus menaçante. Écoutez, madame, quel est votre nom déjà? Margaret, a-t-elle répondu sans hésiter. Margaret Porter. Margaret. Je ne sais pas à quel petit jeu vous essayez de jouer tous les deux, mais je ne suis pas né de la dernière pluie. Dan a été licencié pour incompétence. Point final. Et s'il essaie d'utiliser une dame malade pour une sorte de chantage ou de manipulation? Richard, l'interrompis-je, ma voix plus ferme que prévu. Tu accuses ta grand-mère de participer à une quelconque manigance? Il s'arrêta, réalisant le piège que je lui avais tendu. Tout ce qu'il dirait maintenant ressemblerait à une attaque contre une vieille dame aveugle. Je n'accuse personne de quoi que ce soit, murmura-t-il. Je dis simplement que des coïncidences comme celle-ci sont suspectes. Suspectes? Répéta Margaret, sa voix trahissant une note de surprise blessée. Mon cher, je suis venu rendre visite à Dorothy parce qu'elle est ma plus vieille amie. Et j'ai amené mon petit-fils avec moi parce qu'il traverse une période difficile. Si cela vous semble suspect. Elle ne termina pas sa phrase, mais laissa le poids de l'implication flotter dans l'air. Richard se rendit compte qu'il perdait rapidement du terrain. Chaque mot qui sortait de sa bouche le faisait paraître plus paranoïaque et cruel. « Écoute, » dit-il, essayant de changer de ton. « Je ne veux simplement pas que ma mère soit perturbée par des histoires concernant l'entreprise. Elle est très malade et tu as peur qu'elle découvre la vérité sur la façon dont tu traites tes employés loyaux ?» demanda Margaret innocemment. Le silence qui suivit fut assourdissant. Richard nous regarda longuement, les poings serrés le long du corps. Je pouvais voir les rouages tourner dans son esprit, essayant de trouver un moyen de se sortir de cette situation sans paraître encore pire. « Je vais retourner dans la chambre de ma mère, » dit-il finalement. « Et j'espère que quand je reviendrai, vous aurez trouvé un autre endroit pour tenir votre réunion de famille. » Après son départ, Margaret se tourna vers moi avec un sourire à la fois triomphant et inquiet. « Il a peur, » murmura-t-elle. « Les hommes comme Richard ne deviennent agressifs que lorsqu'ils sentent qu'ils perdent le contrôle. Pensez-vous qu'il va causer des problèmes? » Oh, mon cher Dan, il cause déjà des problèmes. La question est de savoir si nous allons le laisser nous intimider ou si nous allons utiliser cette agressivité contre lui. C'est à ce moment-là que quelque chose a fait tilt dans mon esprit. Pendant 2 ans, j'avais laissé l'humiliation et la honte me paralyser. Mais voir Richard essayer si désespérément de garder le contrôle de la situation m'a fait comprendre une chose. Il avait peur. Et les gens qui ont peur commettent des erreurs. Margaret, ai-je dit, utilisant le faux nom qu'elle m'avait donné. Vous avez dit que vous aviez des documents sur les problèmes de l'entreprise. Ces documents sont-ils détaillés? Son sourire s'est élargi. Très détaillé. Dorothy est peut-être en train de mourir, mais elle a passé les derniers mois à me faire part de toutes ses préoccupations concernant les affaires de son fils. Correspondance, conversations téléphoniques qu'elle a entendues, documents qu'il a laissés traîner dans la maison. Mon esprit s'est mis à tourner à toute vitesse. Si je pouvais combiner les informations de Margaret avec ma propre documentation, j'aurais un dossier solide contre Richard. Mais je devais être stratégique. Y a-t-il des documents spécifiques concernant mon licenciement? Oui. Dorothy m'a montré des emails entre Richard et le conseil d'administration. Ils étaient préoccupés par sa décision de vous licencier, d'autant plus que vous étiez le comptable senior le plus respecté de l'entreprise. Richard a dû justifier sa décision à plusieurs reprises. J'ai senti une vague de satisfaction me parcourir le corps. Pendant 2 ans, j'avais supposé que mon licenciement avait été accepté sans discussion. Découvrir qu'il avait suscité une controverse interne changeait complètement la donne. Et Marcus? Les problèmes qu'il a causés? Tout est documenté. Les rapports des clients mécontents, les corrections coûteuses, et même une réunion d'urgence du conseil d'administration où ils ont discuté de la possibilité de licencier Marcus et de vous proposer de reprendre votre poste. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Ont-ils envisagé de me réembaucher? Oui. Mais Richard a fait valoir que cela créerait un dangereux précédent qui montrerait une faiblesse dans le leadership. Il a dit qu'il préférait absorber les pertes plutôt que d'admettre qu'il avait commis une erreur. Pendant un instant, je suis resté sans voix. La fierté de Richard avait pris le pas sur le bien-être de l'entreprise. Et maintenant, avec une enquête fédérale en cours, son entêtement était sur le point de coûter bien plus que 200 000 $. Margaret, ai-je dit, j'ai besoin de votre aide pour faire quelque chose. Quelque chose qui pourrait être risqué pour nous deux. Elle s'est penchée vers moi. Continuez. Je veux enregistrer une conversation avec Dorothy. Je veux qu'elle raconte, avec ses propres mots, les inquiétudes qu'elle avait concernant les décisions de Richard. Si elle est disposée à parler, je peux enregistrer son témoignage.
Margaret resta silencieuse pendant un long moment. Elle est très faible, a-t-elle finalement dit. Et Richard va bientôt revenir. Alors nous devons agir maintenant. Elle a lentement acquiescé. Tu es sûr de vouloir faire ça, Dan? Une fois que nous nous serons engagés dans cette voie, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Richard se battra de toutes ses forces. Je regardais dans le couloir, dans la direction où Richard avait disparu. Je pensais à Linda me jetant à la rue, à 2 ans de refus d'emploi, à des nuits blanches à me demander si j'étais vraiment l'échec que tout le monde semblait penser que j'étais. J'en ai assez d'être une victime, ai-je dit. Il est temps de riposter. Margaret a souri, et cette fois, son expression reflétait ce que j'ai reconnu comme de la fierté maternelle. Alors allons parler à Dorothy. Mais avant. Elle a sorti un petit enregistreur numérique de sa poche. J'ai toujours été prête pour cette conversation. La question était de savoir si tu serais prêt à entendre les réponses. Si vous suivez ce parcours vers la justice et la découverte, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que Dorothy Blackstone était sur le point de révéler allait changer non seulement mon destin, mais aussi l'avenir de tous ceux qui avaient été lésés par l'arrogance de son fils. Nous nous sommes dirigés vers la chambre 312, chaque pas nous rapprochant des réponses que je cherchais depuis 2 longues années. Mais nous rapprochant aussi d'une confrontation qui allait tout changer à jamais. Car parfois, la différence entre la justice et la vengeance ne réside pas dans les actions que nous entreprenons, mais dans le moment où nous décidons enfin de ne plus accepter l'injustice en silence. La chambre 312 était plongée dans une douce pénombre lorsque nous sommes entrés. Dorothy Blackstone semblait minuscule dans son lit d'hôpital, son corps frêle disparaissant presque entre les draps blancs. Mais lorsque Margaret a murmuré son nom, ses yeux se sont ouverts avec une clarté surprenante. « Margaret, ma chère amie », murmura Dorothy d'une voix rauque mais ferme. « Tu es venue. J'ai amené quelqu'un avec moi, » dit gentiment Margaret en guidant ma main vers celle de Dorothy. « Voici Dan Morrison. » Dorothy serra ma main avec une force inattendue. Ses yeux m'étudièrent un instant avant de s'écarquiller de reconnaissance. « Le comptable, » soupira-t-elle. « Oh, mon cher Dan. Richard m'a parlé de vous tant de fois. Toujours avec tant de culpabilité. » Mon cœur se mit à battre à toute vitesse. « De la culpabilité ? Dorothy, » dit Margaret doucement, « Dan est venu parce qu'il a besoin de connaître la vérité. Sur ce qui s'est réellement passé dans l'entreprise. Pourquoi Richard l'a licencié ? » Dorothy ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces. Lorsqu'elle les rouvrit, il reflétait une détermination qui contrastait avec sa fragilité physique. « Allume le magnétophone, Margaret. Il est temps que Richard assume les conséquences de ses choix. » Margaret activa discrètement le petit enregistreur numérique. Le silence dans la pièce était pesant, interrompu seulement par le bip régulier des moniteurs cardiaques. « Dan, » commença Dorothy, la voix plus forte, « mon fils t'a licencié parce que tu as refusé de falsifier les rapports fiscaux pour couvrir les pertes causées par Marcus. » Le sol sembla se dérober sous mes pieds. J'ai refusé de falsifier des rapports ? 3 semaines avant ton licenciement, Richard t'a demandé d'ajuster certains chiffres dans les rapports trimestriels. Tu as répondu que tu ne pouvais pas compromettre ton intégrité professionnelle, qu'il y avait des lois fédérales en jeu. Les souvenirs ont commencé à me revenir en masse. La réunion dans le bureau de Richard, son langage étrangement vague sur la flexibilité comptable, ma réponse ferme sur les normes éthiques. J'avais interprété tout cela comme une discussion théorique sur les méthodologies. Il ne pouvait pas vous licencier pour avoir refusé des activités illégales sans s'exposer, a poursuivi Dorothy. Il a donc inventé le récit de la modernisation de l'entreprise. Il a dit au conseil d'administration que vous résistiez au changement, que vous ne vous adaptiez pas au nouveau système. Mais il y avait plus, dit-elle en s'interrompant pour tousser. Richard détournait des fonds de l'entreprise depuis 2 ans, créant des consultants fantômes pour drainer les ressources. Sans le savoir, vous vous rapprochiez trop de la vérité dans vos analyses mensuelles. Margaret m'a lancé un regard significatif. Je tremblais, non pas de peur, mais d'une colère grandissante qui mêlait indignation et soulagement. Mon licenciement n'était pas lié à mon incompétence. Il était lié à mon intégrité. Dorothy, dis-je d'une voix à peine maîtrisée, avez-vous des preuves de cela ? À la maison, dans le bureau de Richard, il y a un tiroir fermé à clé où il garde tout. De faux contrats, des virements bancaires, de la correspondance. Même des enregistrements de conversations compromettantes. C'est à ce moment-là que la porte s'ouvrit brusquement. Richard est entré comme une tornade, ses yeux passant rapidement de moi à Margaret, puis au magnétophone dans ses mains, et enfin à sa mère. « Que se passe-t-il ici » a-t-il rugi. Dorothy ne semblait pas intimidée. Au contraire, la présence de son fils semblait la renforcer.
Je dis la vérité, Richard. Quelque chose que tu aurais dû faire depuis longtemps. Maman, tu délires. Les médicaments te font perdre la tête. Je ne perds pas la tête, l'interrompit Dorothy avec une fermeté surprenante. Je sais exactement ce que tu as fait à Dan, à l'entreprise, aux clients. Je sais que tu as détourné 2 millions de dollars via JMK Consulting. Richard pâlit comme s'il avait reçu un coup de poing. Tu ne sais pas de quoi tu parles. JMK Consulting est une société fantôme que tu as créée en utilisant les initiales de mon nom de jeune fille, continua Dorothy sans relâche. Tu pensais que je ne m'en rendrais pas compte? 40 ans de mariage avec ton père m'ont appris à reconnaître les montages financiers. Margaret leva légèrement le magnétophone. Tout cela est enregistré, Richard. Éteignez ça immédiatement, exigea Richard en s'avançant vers Margaret. Vous n'avez pas le droit d'enregistrer des conversations privées dans un environnement hospitalier. En fait, dis-je, retrouvant enfin ma voix, Dorothy nous a donné son autorisation explicite. Et en tant que témoignage volontaire d'un témoin, c'est tout à fait légal. Richard se tourna vers moi avec une fureur que je ne lui avais jamais vue auparavant. Vous. Je pensais m'être débarrassé de vous pour de bon. Débarrassé? Ou simplement cacher des preuves? Des preuves de quoi? A-t-il pratiquement crié. Vous avez été licencié parce que vous étiez un employé médiocre qui a refusé de participer à une fraude fiscale, l'a interrompu Dorothy une fois de plus. Richard, arrêtez de mentir. Je suis en train de mourir. Je ne vais pas gaspiller mes derniers jours à protéger vos mauvais choix. Le silence qui suivit était tendu comme une corde sur le point de se rompre. Richard regarda tour à tour sa mère et moi, puis Margaret, comme un animal acculé cherchant une issue. C'est alors que je compris quelque chose de crucial. Richard n'était pas seulement en colère. Il était paniqué. Et les gens paniqués commettent des erreurs. Combien de personnes sont au courant? Demanda-t-il, sa voix s'abaissant jusqu'à devenir un murmure menaçant. Richard James Blackstone, dit Dorothy avec l'autorité d'une mère face à un enfant désobéissant, tu menaces des témoins dans une chambre d'hôpital. Devant ta mère mourante. Margaret sourit calmement. Oh, mon cher, cela aussi est enregistré. La compréhension traversa le visage de Richard par vagues. D'abord la surprise, puis l'incrédulité, enfin ce rare moment de clarté absolue où il réalisa non seulement qu'il avait perdu, mais aussi comment exactement. Vous ne pouvez rien prouver, murmura-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Nous pouvons tout prouver, dis-je, avec une assurance que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Dorothy nous a déjà donné l'emplacement des documents. Margaret a 2 heures d'enregistrement de vos conversations téléphoniques indiscrètes dans les couloirs. Et j'ai 28 ans de documentation méticuleuse sur chaque projet, chaque client, chaque anomalie que j'ai remarquée mais que je ne pouvais pas expliquer à l'époque. Richard ouvrit et ferma la bouche comme un poisson hors de l'eau. Mais ce n'est pas tout, dit Margaret avec désinvolture. Dorothy m'a parlé de l'auditeur fédéral que vous avez tenté de soudoyer la semaine dernière. Il se trouve que c'est mon neveu. Le peu de couleur qui restait sur le visage de Richard disparut complètement. Impossible. Michael Porter. Auditeur principal au fisc fédéral. Le fils de ma petite sœur. Il m'a appelé la semaine dernière, très inquiet d'une tentative de corruption qu'il avait reçue. C'est à ce moment-là que Richard a pleinement compris l'ampleur de ce qui se passait. Ce n'était pas seulement sa position qui était compromise, ni seulement sa réputation. C'était sa liberté. Dorothy ferma les yeux, mais sa voix resta ferme. Richard, tu as maintenant le choix. Tu peux essayer de continuer à mentir, à menacer et à manipuler. Ou tu peux enfin faire ce qui est juste. Elle ouvrit les yeux et regarda son fils droit dans les yeux. Dan Morrison mérite plus qu'un licenciement abusif. Il mérite une rétractation complète, une compensation financière et la reconnaissance publique de la vérité. Et tu vas lui donner tout cela. Parce que si tu ne le fais pas, ces enregistrements seront directement transmis au FBI demain matin. Richard m'a regardé avec un mélange de haine et de désespoir. Combien voulez-vous? Ce fut mon tour de sourire. Richard, vous ne comprenez toujours pas. Ce n'est pas une question d'argent. Cela n'a jamais été une question d'argent. Je fis une pause, savourant l'instant. C'est une question de justice. Et la justice, mon ancien patron, n'a pas de prix. La porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, il s'agissait de 2 agents fédéraux en costume sombre. Margaret sourit gentiment. Oh, j'ai oublié de le mentionner. Michael ne m'a pas seulement appelé pour me parler de la tentative de corruption. Il m'a également demandé d'être informé s'il y avait du nouveau dans l'affaire. Richard s'effondra sur la chaise à côté du lit, comprenant enfin qu'il n'y avait plus d'issue, plus de stratagème,
Plus de personnes à manipuler ou à blâmer. La vérité avait finalement rattrapé Richard Blackstone. Et j'étais sur le point de découvrir que la justice poétique est encore plus douce quand on n'a pas besoin de se salir les mains pour l'obtenir. 6 mois plus tard, j'étais assis sur le même banc de l'hôpital où tout avait commencé. Mais cette fois, ce n'était pas comme un homme vaincu attendant des miettes d'espoir. Richard Blackstone avait été condamné à 8 ans de prison fédérale pour fraude fiscale, blanchiment d'argent et tentative de corruption. Pinnacle Accounting avait fermé ses portes définitivement, mais pas avant d'avoir versé 250 000 $ de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Margaret, de son vrai nom Hélène Porter, m'a souri en s'asseyant à côté de moi. « Comment te sens-tu, Dan ?»« Différent, ai-je répondu honnêtement. Pendant 2 ans, je me suis senti comme un raté. Maintenant, je sais que j'ai été victime d'un criminel. Dorothy est décédée 1 semaine après notre enregistrement, mais pas avant d'avoir vu son fils avouer publiquement ses crimes. Dans ces derniers instants, elle m'a pris la main et m'a murmuré « Merci de lui avoir donné la chance de faire ce qu'il fallait. » L'enquête fédérale a révélé que Richard avait détourné plus de 2 millions de $ en 3 ans. Marcus, le neveu incompétent, a été licencié le jour même où les agents sont arrivés. Apparemment, sa modernisation de l'entreprise consistait à utiliser les ressources de l'entreprise pour financer son compte de paris en ligne. Linda avait essayé de revenir lorsqu'elle avait appris l'existence de l'indemnité, mais quelque chose d'essentiel avait changé en moi. La femme qui m'avait chassé de la maison parce que je n'étais pas assez viril, voulait maintenant que je lui pardonne parce que j'avais montré ma véritable force. Ça ne marche pas comme ça, lui ai-je dit lorsqu'elle s'est présentée à ma porte. Tu m'as abandonné quand j'avais le plus besoin de soutien. Maintenant, je n'ai plus besoin de ton approbation. Avec une partie de l'indemnité, j'ai créé ma propre société de conseil en comptabilité. Je me suis spécialisé dans l'aide aux petites entreprises familiales pour éviter exactement le type de corruption qui m'avait presque détruit. En 9 mois, j'avais 15 employés et une liste d'attente de clients. Mais le plus grand changement n'était pas financier. Il était émotionnel. Hélène, ai-je dit, en utilisant son vrai nom. Pourquoi m'avez-vous vraiment aidé ce jour-là? Elle est restée silencieuse un moment, ses mains pâles posées sur sa canne. Parce que j'ai reconnu en vous quelque chose que j'avais perdu il y a des années. Une dignité silencieuse. Une force sans arrogance. Et parce que certaines injustices sont si évidentes que les ignorer revient à se rendre complice. Elle s'est tournée vers moi. Mais surtout parce que vous ne cherchiez pas à vous venger, Dan. Vous cherchiez la vérité. Et la vérité, contrairement à la vengeance, apporte toujours la croissance. Dorothy m'avait laissé une dernière lettre, que Hélène m'a remise ce jour-là. Elle disait « Dan, mon fils a confondu pouvoir et caractère. Vous m'avez montré la différence. Merci d'avoir fait preuve d'intégrité alors qu'il aurait été plus facile de céder. Le monde a besoin de plus d'hommes comme vous. » Il y a 3 semaines, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Michael Porter, l'auditeur fédéral. 3 autres entreprises avaient été identifiées comme ayant mis en place des stratagèmes similaires à celui de Richard, et ils avaient besoin de quelqu'un avec mon expérience pour les aider dans leurs enquêtes. Vous avez une réputation unique, m'a-t-il dit. Vous êtes quelqu'un qui non seulement comprend les chiffres, mais qui ne peut pas être corrompu. J'ai accepté le poste de consultant. Pas pour l'argent, mais parce que j'avais enfin trouvé ma vocation. Protéger les personnes honnêtes contre les prédateurs comme Richard. Hélène s'est levée pour partir, mais m'a donné un dernier conseil avant de partir. Dan, la différence entre la justice et la vengeance ne réside pas dans le résultat. Elle réside dans l'intention. Vous n'avez jamais voulu détruire Richard pour le plaisir. Vous vouliez protéger d'autres personnes pour qu'elles ne deviennent pas ses prochaines victimes. C'est ce qui vous différencie de lui. 2 jours avant Noël, j'ai croisé Richard dans la file d'attente du supermarché. Il avait visiblement maigri, ses cheveux étaient gris, ses vêtements simples. Quand il m'a vu, ses épaules se sont affaissées. « Dan » a-t-il murmuré. « Je veux que tu saches que... » Richard, l'ai-je interrompu gentiment. « Tu as déjà payé le prix. » Et j'ai tourné la page. C'est la seule conversation que nous avons besoin d'avoir. Il a acquiescé et a continué à avancer dans la file d'attente, son panier contenant uniquement des produits de première nécessité. Ce soir-là, j'ai appelé mon frère et je lui ai dit quelque chose que je n'avais pas dit depuis des années. Tu sais quoi? Je suis vraiment heureux. Si vous suivez ce parcours de dépassement de soi et de transformation, abonnez-vous à la chaîne et partagez dans les commentaires un moment où vous avez choisi la vérité plutôt que la vengeance. Vos histoires inspirent d'autres personnes à trouver la force dans l'adversité. Aujourd'hui, 5 ans après cette rencontre à l'hôpital, je dirige l'un des cabinets de conseil en éthique d'entreprises les plus respectés de l'État. Hélène et moi nous parlons chaque semaine.
Richard, d'après ce que j'ai entendu, travaille comme comptable dans une petite ville et vit honnêtement pour la première fois depuis des décennies. Parfois, la plus grande vengeance n'est pas de détruire son ennemi. C'est de devenir la personne qu'il n'a jamais eu le courage d'être. Are you going to acknowledge it so you can talk again or not? So chat, plain and simple, obviously I'm friends with Chaos. Now, I gave her a warning on Twitch, and she doesn't want to acknowledge it. Now, the only way to get past it is to wait 6 months. So, of nothing happening, and then the warning will disappear. Now, she can't use chat, she can't use channel point, she can't use anything for that 6-month period unless she just acknowledges the warning. Rabbits 50 stream streak, let's fucking go. But she refuses to acknowledge the warning. So she might have to wait 6 months before you hear from Chaos again. What does that mean? I'm not. Because to be honest, it's literal, it's just a warning. There's nothing bad about it, but she just refuses to acknowledge the warning. Apparently, it's the principle of the matter that she can't acknowledge it. Pretty sure she's already there. Chaos in the ski cap appears. The funniest part is if she makes a second account, I will know that it's her account because I have a bot that tells me if there are someone's accounts on the same IP address, and I'll just put that account on a warning too. So it's a lose-lose situation until she just admits. She just acknowledges it. Plus, you could literally make fun. I could literally make fun of Chaos in chat, and she'll never be able to defend herself while in talking in chat back to me. I haven't blocked you in Discord. I haven't done anything to your Discord. Nothing. What are you talking about? Look at the side for the look at the side of it, yeah, where all our names sit. You know, where it says offline and who's online. Just look at that. No, look at the. Look at this. Look at the titles that we got. Look at the roles that we got in Discord.
you want me to show it on stream? Yeah, the funniest part is you can't change this one. Ducky, hey James, how you doing, mate? Oh, it's so... You fighting Chaos? I say honestly, no. So I gave Chaos a warning on not Discord, on Twitch, right? And she's refusing to acknowledge the warning, so she can't actually talk in chat or anything, which is fucking hilarious. She can't even do redeems of the channel points. She's actually stuck not doing anything, and she refuses to accept the to acknowledge it because of her principles. So yeah, I'm not fighting. I've just won, and she refuses to admit it. So they want to know why. Okay. So she challenged me, basically. She didn't Uno reverse, right? She didn't Uno reverse, and she's like, oh, and I was like, oh, I said something. I can't exactly remember what I said, but she's like, oh yeah, what have you got? And then I just gave her a warning. So yeah. Hey, Shy Guy, how you doing, mate? Oh, fudge you? Sure. Watch me. So this is how I just get money from Chaos. She's just gonna keep gifting subs. She's talking through gifted subs. Yeah, I know. So I get money for her talking. The funniest part is, and you're the funniest part, I can't actually take away the warning. Like, I actually can't take away the warning. Like, she has to actually just acknowledge it before it goes away. It's impossible. It's impossible for me to actually take it away. So this is how murder document movies are started. To where win for you and the charities, hell yeah. I love you thinking, Mama Jube. Like, I can't even take away the warning in mod view. Like, it won't even let me take it away. That's the funniest thing ever. So where is it? Chaos in a teacup. Look, see? I warned her, bans for good, just as a joke. And yeah, I can't take it away. She's stuck with it. Hey, Jodo, how you doing, mate? She's actually stuck with the warning until she just accepts it. Right. I can't do anything with it. She's got to accept it. Resetting the internet won't change the fact that you've got the warning.
Just fucking accept it. The principle's out the window now. Hell yeah, Jodo. Jodo, thanks for the tier 1 sub for 3 months. Thank you so much. Seriously, just accept it.